Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Où placer votre argent? Comment le placer? Qu'en faire? On parle de quoi aujourd'hui? Eh bien, le conseil de la semaine, comment investir dans les micro-appartements? Suite notre invité Jean-Luc Guittard, directeur général de Consulting Group, spécialisé dans l'immobilier d'investissement. On va parler de SCPI, sujet qui anime toutes les discussions actuellement chez les investisseurs. Et puis le coin de l'expert avec Guy Marty, notre expert en gestion de patrimoine. On va parler logement et or. Oh, formidable, allez, tout de suite, c'est parti. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Aujourd'hui, Thomas, vous nous expliquez comment investir dans les micro-habitations. Exactement, Jean-Marie, mais d'abord, on va définir ce qu'est une micro-habitation ou micro-appartement. Mais ce sont des surfaces habitables inférieures à 15 mètres carrés situées au cœur des agglomérations et proches des commodités, à savoir transport et commerce. Elles sont optimisées au niveau de leur surface et conçues pour éviter de perdre de l'espace. Alors, elles sont généralement situées au dernier étage des immeubles, car ce sont souvent d'anciennes chambres de bonne. Les locataires sont principalement des étudiants et des jeunes actifs. Alors, merci pour ces précisions, mais en quoi c'est un bon placement? On va commencer par la fin, Jean-Marie. 5% de rendement locatif, ce n'est pas si mal. Donc de plus, peu de charges, peu d'impôts fonciers et le prix d'acquisition qui est forcément plus abordable que d'autres biens. Alors, tout n'est pas rose non plus, car il faut bien penser que les aménagements pour s'adapter à la surface concernée sont coûteux, puisqu'il faut vraiment optimiser intelligemment chaque mètre carré. Alors vous devrez compter autour des 1 500 € du mètre carré pour le rénover. Autre point, c'est qu'à la revente, vous pouvez en espérer quand même une belle plus-value. Ah oui, d'accord, mais alors est-ce que toutes les micro-habitations sont éligibles à ce genre d'utilisation? Non, car il faut prendre en considération des critères liés à la décence de l'appartement concerné. On ne peut pas louer n'importe quoi. Il y a eu beaucoup de scandales sur ce sujet. Alors une surface de plus de 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond de 2,20 mètres et une surface habitable supérieure à 20 mètres carrés. Alors attention aussi aux nouvelles normes écologiques et bien s'assurer si l'appartement est énergivore, que sa surface puisse accepter une rénovation adaptée parce que c'est des petites surfaces, bien évidemment. Si vous avez le moindre doute, le plus sage est de se rapprocher du syndic de l'immeuble et de l'interroger. Oui, effectivement, et comme on dit, en dehors de ces normes-là, il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Exactement. Tout de suite, Thomas, on accueille votre invité, Jean-Luc Guittard, directeur général de Consulting Group. Bonjour à vous et bienvenue, Jean-Luc Guittard. Bonjour. Vous êtes spécialisé en immobilier d'investissement depuis 1995. Vous avez, à travers votre réseau professionnel du patrimoine, commercialisé, tenez-vous bien, plus de 66 000 logements. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Jean-Luc Guittard, les sociétés civiles de placement immobilier, on en parle régulièrement dans Osez investir. Connues et pourtant mal connues dans le détail par les Français, depuis quelques mois, elles sont dans la tourmente, au point où certains se demandent s'il ne faut pas les revendre, ces parts, tout simplement, et ce qui n'est pas forcément si simple. Alors, est-ce que vous nous confirmez déjà, pour commencer, qu'on est bien dans une période complexe, voire tourmentée ? Alors, je vous confirme qu'elles sont toujours très à la mode, mais plus pour les mêmes raisons. D'accord. C'est-à-dire que ça a été un bon produit de placement bien connu. Aujourd'hui, dans cette crise que nous traversons, cette crise de la hausse des taux, je serais tenté d'en changer la taxonomie, c'est-à-dire un peu ce que, comme disent les fonctionnaires européens, la façon dont on les range. Et aujourd'hui, je les regarderai plus par diversifier bureau, commerce, mais par leur âge. Finalement, je les regarderai entre les vieilles SCPI et les jeunes SCPI, ou plus exactement les anciennes et les nouvelles. Alors ça c'est intéressant parce que jeunes et anciennes, vous les opposez donc, mais dans l'horizon temporel, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que les investissements qui ont été faits sur les nombreuses années qui se sont écoulées l'ont été dans le marché de l'époque. D'accord. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Le taux sans risque, il a cru de à peu près 3%. L'État français se finançait à 0, il se finance aujourd'hui à 3. Et donc ces 3%, il faut bien les rajouter au rendement immobilier pour qu'on retrouve à peu près l'équivalent. Sinon, tout le monde ira acheter des obligations d'État. Eh bien, sur un immeuble de 10 millions d'euros de valeur qui produisait un loyer de 450 000 euros, 4,5% de rentabilité, pour aller chercher 7%, vous divisez 450 000 euros par 7%. Et ça fait une baisse de 36% de la valeur. C'est ça aujourd'hui qui fait que on entend beaucoup parler de ces baisses de valeur de parts, de toutes ces discussions, parce que la hausse des taux a cette conséquence tout à fait directe. C'est mécanique. Mais quand vous dites jeune versus vieille SCPI, il y a une date charnière, il y a une période charnière qui a permis de basculer l'un l'autre ? Je pense qu'à partir du Covid, on rentre dans un univers d'investissement, une période d'investissement qui est un peu différente. Il y a donc, plus de méfiance. C'est Covid. À partir du moment où ça se passe, on est dans les jeunes SCPI, donc toutes celles après 2021.
Absolument. Toutes celles après 2021, elles ont pas beaucoup investi, puisqu'il faut du temps quand même pour le faire. Et aujourd'hui, quand une qui a, 50 millions d'euros d'encours, vous ajoutez 10 millions à 7%, cette fameuse nouvelle condition de marché, ça va tout de suite fortement améliorer sa rentabilité. Si vous le faites dans une qui a 500 millions d'encours à 4,5%, c'est dilutif, c'est beaucoup plus long pour arriver à faire monter ce taux. Ce qui veut dire que les jeunes SCPI, elles ont une typologie d'actifs, elles ont une démarche un peu particulière par rapport aux anciennes. C'est un peu comme ça que vous les classez ? C'est aussi comme ça que je les classe. La mode est plus à la diversification, évidemment. Aujourd'hui, quand on parle que de bureaux, on se fait un peu peur. Quand on parle que de commerce, on se fait aussi un peu peur. La diversification, c'est une façon de partager le risque. C'est d'ailleurs pas une mauvaise approche. Alors, justement, vous avez parlé de bureaux, vous avez parlé de commerce, vous n'avez pas parlé de logement. Donc, on va en parler tout de suite, parce que le logement, c'est quand même la grande préoccupation des Français. Ça devient un vrai sujet. Les SCPI seraient en train de revenir sur cette classe d'actifs ? Alors, revenir, je dirais venir presque, parce qu'en réalité... Oui, ça fait très longtemps qu'ils étaient disparus. C'est une classe d'actifs qu'on trouvait à l'époque dans le bilan des vieux assureurs ou des assureurs anciens, mais qui les ont vendus pour aller acheter du bureau d'ailleurs et du commerce, et puisque ça a rapporté plus, ce qui était vrai d'ailleurs, ils n'ont pas eu complètement tort. En revanche, aujourd'hui, il y a une inversion réelle. Simplement, on rentre dans une crise du logement qui, pour moi, est sans doute la plus forte qu'on ait connue. La dernière, je pense que c'était la Deuxième Guerre mondiale, où ils ont détruit à peu près 2 millions, finalement, d'habitations. Oui. D'accord. Aujourd'hui, si on regarde depuis une dizaine d'années, tout ce qu'on n'a pas produit, cette fameuse barrière à 500 000 logements annuels dont on peut discuter, mais si on la prend comme référence, on en a à peu près détruit 2 millions. Donc il nous faudrait peut-être un petit plan de reconstruction. Alors, c'est pas le tout de vouloir venir ou revenir, on se mettra d'accord sur le verbe, dans cette classe. Faut-il pour autant qu'il y ait du stock, pour autant qu'il y ait des programmes en prévision? On a bien vu que là-dessus, c'est catastrophique. Aujourd'hui, cette crise, elle se traduit par une incapacité pour les acheteurs à acheter, d'accord, puisque les taux ont monté, on peut plus financer son logement, donc on n'achète plus. Donc les promoteurs se trouvent à moins produire ou à avoir des stocks qui se dégradent, et donc on est en train d'écraser une capacité productive. Le promoteur, on peut toujours, évidemment, c'est assez facile de critiquer les promoteurs, ça reste un maillon indispensable de la chaîne de production de logements. Sans promoteur, il n'y a pas de logement. C'est pas les entreprises du bâtiment qui le feront. Personne ne les fera. Je vous interromps, on est d'accord. Mais il y a quand même une problématique aussi de foncier pour pouvoir construire. Clairement. Mais la problématique de foncier, elle est la conséquence directe de cette espèce de course à l'échalote qui fait que tout le monde voulait acheter un foncier. On est en train de se calmer, là. Attendez, les mairies aussi sont pas très favorables à construire. Bien sûr, parce que construire pour faire des logements, c'est créer des services publics, des écoles, enfin tout ce que... Voilà. Il y a des conséquences. Un bureau, ça consomme pas d'école, très peu en tout cas, et donc c'est plus intéressant. Comme on a pris à nos élus locaux la taxe d'habitation, on leur a enlevé en plus des ressources. Donc ça fait beaucoup. Simplement, l'intérêt des Français, parce que je rappelle que le logement, c'est un actif d'investissement, donc ça se mesure, on peut mettre ça en euros, en taux, etc. Mais c'est aussi un bien primaire. On est tous obligés d'avoir un logement. Un bureau, le Covid nous a démontré qu'on n'avait pas nécessairement un besoin absolu de bureau. On a évidemment quand même besoin. Quand on regarde le commerce, M. Bezos a essayé de nous démontrer avec Amazon qu'on n'était pas obligé d'avoir un magasin. Bon, même si on voit aujourd'hui qu'on en a quand même besoin. Mais je veux dire, le logement, on n'a pas virtualisé le logement. Et je crois pas, à ma connaissance en tout cas, qu'il y ait des avancées phénoménales dans ce domaine. Donc c'est cette double caractéristique, actif financier, bien primaire, qui fait du logement quelque chose de très particulier. Alors on va rester sur le logement un instant, parce que le Pinel va s'arrêter fin 2024, on est déjà dans une forme d'atterrissage. C'est quoi l'après, selon vous, Jean-Luc Guittard ? Alors comme disait La Fontaine, nous ne croyons au mal que lorsqu'il est venu. Ça fait quand même des années, c'est dans l'hirondelle et les petits oiseaux, mais ça fait des années quand même qu'on sait que cet avantage fiscal est raboté, discuté, rediscuté, mis en cause. Bon, c'est la fin. Voilà. Mais la question que je me pose moi aujourd'hui, c'est de dire vers quoi on va se tourner ensuite. On commence à voir quelques petites idées autour du logement intermédiaire. On a vu que le gouvernement, dans le projet de loi de finances d'ailleurs, y fait référence, avec une logique d'avantage fiscal. Alors pas celui qu'on attendait, mais on voit arriver des discussions chez les parlementaires notamment d'une aide qui irait directement à l'investisseur. À quoi on répond finalement ? Le gouvernement ne veut plus distribuer des aides directement. Il veut les distribuer en passant par des tous les domaines. Dans tous les domaines, oui, je pense que c'est une mode. Donc comme il veut les distribuer par des institutionnels, il essaye de faire un assemblage où les institutionnels n'y mettront pas leur argent, mais constitueront la gestion finalement de ces véhicules en logement intermédiaire, et c'est bien des particuliers qui viendront investir. C'est ça le sujet. On vous réinvitera pour voir ce qui va se passer dans les prochains mois, puisque de toute façon c'est quand même courant 2024 qu'on en saura forcément plus. Merci Jean-Luc Guittard. Merci Jean-Luc Guittard. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Consulting Group, spécialisé dans l'immobilier d'investissement. Tout de suite, on vous explique quelque chose.
Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Toujours dans son coin, c'est Guy Marty, notre expert fondateur de pierrepapier.fr, qui est également notre expert en gestion de patrimoine. Vous allez aujourd'hui nous parler de logement et d'or. Oui, Jean-Marie, on va évoquer cela avec Guy Marty dans un instant, car l'actualité du logement est bien chargée. On vient déjà d'en parler il y a un instant justement, et notamment on voit la baisse des prix s'inscrire de plus en plus nettement dans de nombreuses villes et même à Paris. Alors, commençons justement par cela. Je ne vous demande pas des prévisions, car vous n'êtes pas devin, mon cher Guy, mais quand même, pouvez-vous nous dire sur cette tendance qui est en train de se passer ? Alors, puisque vous citez Paris, Thomas, oui. Nous avons donc franchi, dans le sens de la baisse, la barre des 10 000 euros du mètre carré. Oui, c'est vrai. Or, aujourd'hui, le lingot est à peu près à 59 600 euros. Vous savez, ce petit bout de métal jaune là qu'on voit parfois dans les films. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec près de 13 lingots d'or, vous pouvez vous acheter un appartement de 80 mètres carrés. Oui, d'accord. Le rapprochement est saisissant, pour pas dire piquant, mais au-delà de l'aspect curiosité, quel est le sens de cette information, Guy ? Figurez-vous qu'en 2008, pour le même appartement, il vous fallait non pas 13, mais 28 lingots d'or. Ah oui. Autrement dit, les prix du logement ont beaucoup augmenté, plus que ceux de l'or sur la période. En fait, il valait mieux se tourner vers l'immobilier plutôt que vers l'or, vers le refuge, dans ces 15 dernières années, pourtant assez anxiogènes. C'est vrai. C'est vrai. Alors c'est intéressant sans aucun doute, mais il y a une logique à comparer les prix de l'immobilier et ceux de l'or. C'est votre démarche de ce matin, mais pourquoi ? Oui, il y en a une. Parce que dans le prix du logement, il y a deux composantes. Il y a la première composante qui est l'offre et la demande. Et il y a la deuxième composante qui est un certain sentiment de sécurité, donc, il faut bien le dire, une valeur refuge. À long terme, donc, le prix de l'or et ceux du logement, finalement, sont assez parallèles. Ainsi, en 68, donc il y a 55 ans, il fallait, comme aujourd'hui, 13 lingots d'or pour acheter le même appartement de 80 mètres carrés. Alors, votre conclusion, mon cher Guy, on en arrive à quoi, au final ? Alors, ça veut dire que si le logement baisse dans les circonstances actuelles, de toute façon, c'est un bon investissement à long terme. Et si l'or se mettait à monter brutalement, de toute façon, il redescendra un jour. Ce qu'il faut se dire, c'est que le long terme est parfois bien long, mais de toute façon, on va vivre longtemps. C'est ce que disait Woody Allen, je m'intéresse à l'avenir parce que c'est là que je vais habiter. Alors, ça console peut-être pas les souffrances d'aujourd'hui, mais ça nous donne un peu d'espoir. Merci Guy. Je vais vous appeler Oncle Picsou, Guy Marty. Merci beaucoup. Merci Thomas Binet. On vous retrouve dimanche prochain sur Sud Radio. Merci. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet.